Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la quatrième de Culture. Aujourd'hui, nous allons parcourir les rues et les quartiers de la Ville Rose pour se plonger au cœur de la culture marocaine. C'est dans les années 60 que la population marocaine s'est développée à Toulouse. Un demi-siècle plus tard, ils sont toujours présents et font partie de la richesse de la ville. Nous allons tenter de sortir des sentiers battus pour ouvrir une nouvelle page de la face cachée du multiculturalisme toulousain. Au programme, rendez-vous à la maison Amazir pour comprendre son rôle et sa culture. Focus sur l'établissement Le Marrakech et leurs décorations envoûtantes, découverte de l'art marocain à travers les traits du tatouage, exploration de l'artisanat avec le caftan marocain et rencontre avec un jeune Marocain venu étudier à Toulouse. Pour nous accompagner aujourd'hui, Samir Agige, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous accueillir ici dans votre bureau. Vous êtes élu municipal français et je crois que vous êtes aussi marocain d'origine et ça fait de vous le premier élu franco-marocain. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en ma qualité d'élu de la ville de Toulouse, qui est la troisième ville de France. Et la particularité, c'est que je suis le premier élu franco-marocain à avoir été élu dans cette municipalité et qui fait de moi, je dirais, une fierté en tant qu'élu français et d'origine marocaine. En plus de ce rôle, vous êtes aussi président du cercle Averroès. Votre association réunit des élus, des cadres et des compétences franco-marocaines. Vous militez pour renforcer les relations entre la France et le Maroc et vous organisez des manifestations publiques. Concrètement, comment vous résumeriez les objectifs de cette association ? Alors, comme je vous ai dit, l'association a fait un constat. C'est qu'aujourd'hui, la communauté marocaine, dans sa pluralité et dans sa diversité, était, je dirais, dispersée. Notre rôle a été de créer cette association, de fédérer toutes ces personnes, quelles qu'elles soient. Donc, vous avez dit les cadres, effectivement, il y a des cadres, il y a des médecins, il y a des personnes dans diverses CSP, donc catégories socio-professionnelles, et notre rôle a été de rassembler toutes ces personnes afin de créer ce trait d'union entre la France et le Maroc. Nous venons d'évoquer un exemple d'association, mais il existe aussi des lieux peu connus. À 2 pas du palais de justice de Toulouse, un de ces lieux discrets s'est transformé en véritable sanctuaire de la culture marocaine. La maison Amazir et sa boutique L'Instant Berbère. Là-bas, la culture amazigh se réinvente au quotidien entre transmission, engagement et création artisanale. Enzo Fontaine s'est rendu sur place. Homme libre, c'est ce que représente cette lettre amazigh gravée sur le portail de cette maison du palais de justice. Ici, chaque signe représente la culture amazigh, peuple originel d'Afrique du Nord. Derrière ces étagères remplies d'objets artisanaux, Daya, cofondatrice de la maison amazigh, a voulu créer un espace de partage et de transmission. Pour elle, cette maison est bien plus qu'une boutique, c'est un lieu de rencontre où s'expriment les valeurs et les savoir-faire amazirs. Dans le lieu, l'idée, c'est de pouvoir valoriser cette culture à travers les artisans et les artistes, qui sont en fait ceux qui transmettent la culture, dans toutes les cultures d'ailleurs, pour le coup. Et après, l'autre facette de notre collectif, c'est effectivement l'événementiel. Et on organise aussi des événements ici. Au-delà de la vente d'objets de créateurs amazirs, la maison est un lieu culturel riche. L'événementiel en est une pièce maîtresse. Amar, responsable du développement web et marketing, revient sur les nombreux rendez-vous de cette maison. Bien sûr, alors on organise plein d'événements, donc on organise des concerts, tout ce qui touche à la musique, amazigh ou pas, on fait des ateliers créatifs, des expositions d'art ainsi que des projections documentaires. Alors on peut s'appuyer sur des dates clés pour faire certains événements comme c'est des événements qu'on organise au fur et à mesure. La langue amazigh représente un ensemble d'environ 40 langues. Selon IWGAL, jusqu'à 85% de la population marocaine a des racines ou une identité amazigh. Nous venons de découvrir la maison Amazir. Et justement, est-ce qu'à Toulouse, cette culture amazigh, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver au quotidien ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup ? Alors, on le voit parce que les personnes sont d'origine amazigh, donc elles le symbolisent par des ornements tels que des bijoux par exemple. Et on a aussi une fête traditionnelle qui s'appelle Hanayir, le nouvel an berbère, qui en général est au mois de janvier et pour lequel on essaie de perpétrer ces traditions à travers des musiques et des danses traditionnelles amazigh. Nous venons de voir l'exemple de la maison Amazir avec ses codes architecturaux propres. Est-ce qu'à Toulouse, il y a d'autres quartiers, d'autres lieux qui vous rappellent le Maroc ? Pas plus loin que le Capitole. Il y a un espace au Capitole où vous retrouvez incrusté dans du bois
des sculptures qui représentent des symboles, je dirais, amazirs. Alors, je n'ai pas les origines, je n'ai pas la symbolique, je n'ai pas la raison pour laquelle ça a été fait, mais on retrouve des symboles amazirs à travers ces sculptures dans le bois et au Capitole. Donc, c'est incroyable. Il suffit de lever la tête et vous verrez cet ornement à travers le bois qui est sculpté et que très peu de gens voient parce qu'ils passent en baissant la tête et en ne levant pas la tête. Et justement, vous parlez d'un détail caché, et il n'y a pas qu'au Capitole qu'on peut retrouver ce genre de symbole, dans les restaurants aussi. Certains font voyager, et pas seulement à travers leur cuisine. À Toulouse, l'établissement Le Marrakech propose bien plus qu'un repas, une immersion totale au cœur du Maroc, portée par sa décoration et son architecture. Un lieu pensé comme une véritable expérience. Neila Darouche. Lanterne, mais encore tapisserie, sederi ou menu en forme de passeport. Dès l'entrée, le décor donne le ton. Chaque élément rappelle l'artisanat marocain. Ici, rien n'est laissé au hasard pour plonger les clients dans une autre ambiance, loin de Toulouse. Les sièges sont confortables, c'est agréable, il y a de belles décorations et l'accueil est très sympathique. Donc on est vraiment dans l'ambiance là, avec la musique aussi, tout va bien. On a l'habitude d'aller au Maroc, donc on retrouve bien ici les ambiances qu'on trouve là-bas, dans la décoration, dans la nourriture et les saveurs et dans l'ambiance et dans la musique. Ouverte en 2002, le Marrakech est né d'une idée de la mère du gérant. Imaginer un restaurant comme une véritable immersion où chaque détail compte. Une intention qui se retrouve aujourd'hui dans l'accueil, mais aussi dans l'âme du lieu. Avec toute la décoration, les couleurs, le soleil, un petit peu de chamel, un petit peu de bougies, un petit peu à droite, à gauche. Et voilà, vous êtes dans une ambiance à l'orientale. Tout ce que vous voyez, ça vient pratiquement du Maroc, de Meknès. Ce qu'on a voulu en fait pour les clients, c'est qu'ils soient en voyage ce jour-là. En fait, sa soirée se passe à Marrakech et non pas à Toulouse. Pour l'équipe, les plats participent autant à l'expérience que la décoration. Des saveurs aux épices, tout vient directement du Maroc jusque dans les cuisines de l'établissement. Entre tradition et partage, la vision du Marrakech est claire. Proposer bien plus qu'un simple repas aux clients toulousains. Vous avez parlé de cette hospitalité marocaine. Est-ce que justement, dans le cadre de cette hospitalité, est-ce qu'il y a aussi l'ambiance qui joue? Est-ce que la décoration joue un rôle dans tout ça, dans un lieu comme un restaurant ou un café? Bien sûr, on le retrace avec, par exemple, l'artisanat marocain. Donc on retrouve de la poterie, comme de la faïence, comme du fer forgé. Et on a aussi le fameux hété. Le hété, c'est le fameux, je dirais, tissu traditionnel qui entoure ou qui englobe, que l'on retrouve dans les restaurants et qui retrace aussi le côté tamazirt, parce qu'on retrouve les symboles tamazirt. Donc en fait, tout se croise, tout se réunit et permet d'avoir, je dirais, cet aspect visuel que l'on retrouve. Et tout en étant à Toulouse, ça nous permet de voyager au Maroc. C'est génial et justement vous avez commencé à l'évoquer parce qu'effectivement il est difficile d'évoquer la décoration traditionnelle sans parler d'art, de l'architecture aux bijoux en passant par la céramique et les tissus. La culture artistique marocaine s'avère extrêmement vaste. S'il est délaissé de l'opinion populaire, le tatouage reste tout de même l'un de ses piliers. Chez les Amazirs, plus qu'historique, il est symbolique. Un reportage d'Ancelin Emery. En banlieue toulousaine, un moment particulier se prépare dans ce salon privé. Cet artiste local travaille aux côtés de Marocains depuis plusieurs années maintenant. Dans la culture amazigh, le tatouage est une tradition. Il est perpétué comme la coutume le veut, sans machine, pour que le geste reste le plus naturel possible. Un moment plein de symbolique. Je suis certaine que les personnes amazirs, elles viennent pour un retour, pour se retrouver dans leur culture. Je crois qu'il y a cette envie d'identité, de se reconnaître dans le passé. Franchement, il y a un retour à soi, un retour à sa famille. Culturellement, les femmes issues de ce mouvement gravent leur identité sur leur peau. Cette pratique remonte à l'Antiquité et elle permettrait historiquement aux jeunes filles de devenir adultes. Si la symbolique s'est perdue, le tatouage reste le reflet d'une identité. Certaines artistes affirment même pouvoir lire l'histoire d'une personne à travers ses dessins. De fait, il est une marque et un événement important pour ces dernières. Pour moi, c'est vraiment un reflet culturel parce que c'est quelque chose qui s'est passé de génération en génération et comme je le disais, qui a été perdu. Mais au-delà du symbole qu'on va présenter, c'est vraiment le geste et ce moment-là, en fait, qui est vraiment important pour moi. Il reste présent aujourd'hui grâce à quelques artistes qui le perpétuent.
Cependant, le tatouage amazigh est un art qui se perd petit à petit depuis les années 40. Nous venons de voir l'exemple des tatouages amazirs, mais il y a aussi le henné. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux? Alors, le henné marocain est bien plus simple qu'un produit cosmétique. C'est un symbole culturel d'abord, il faut le savoir, spirituel et artistique, ancré dans les traditions du Maroc. Donc ça c'est le henné. Concernant le tatouage, il fut un temps où effectivement les femmes amazirs, surtout dans le Moyen Atlas, se tatouaient le visage avec des symboles. Donc ces symboles ont différentes, significations, soit sur le visage, ou soit sur les mains, ou éventuellement sur les doigts, et même sur les pieds. Et certains hommes aussi, alors c'était plus rare chez les hommes, mais certains hommes aussi se tatouaient certains objets ou certains symboles sur les mains. Le henné est surtout célèbre pour ses décorations corporelles raffinées. Les motifs appliqués, principalement sur les mains, comme je disais, et sur les pieds, varient selon les régions. Vous allez par exemple à Fès, donc, qui est une ville impériale, le henné est très fin. Donc c'est très fin, c'est très minutieux. Par contre, vous allez à Marrakech, vous allez dans le sud du Maroc, l'Aïoun, Dakhla par exemple, c'est plus géométrique et symbolique. Et chaque symbole possède une signification. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc vous avez la protection contre le mauvais œil, par exemple. On le voit par exemple avec l'œil qui est dessiné. Vous avez la fertilité, vous avez la prospérité, vous avez la bénédiction. Donc chaque symbole a une signification. Et enfin, le henné occupe une place essentielle lors des mariages ou des cérémonies traditionnelles. Donc la mariée, donc la veille du mariage, donc c'est ce qu'on appelle le henné, donc se tatoue les mains pour orner et avec des symboliques de fertilité, de bonheur, de prospérité, du mauvais œil aussi, parce que le mauvais œil est partout. Et donc on retrouve toutes ces symboliques donc, dans ces moments forts de festivité. Mais justement, est-ce que dans ces moments forts de festivité, est-ce qu'on le retrouve les mêmes traditions à Toulouse, ici chez les personnes d'origine marocaine? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait aussi toujours? Oui, c'est dans les traditions, et surtout lors des mariages ou des demandes en mariage. Donc la mariée se réunit, alors ce sont dans les traditions, la mariée se réunit en famille, mais essentiellement entre filles ou femmes. Et donc elles font, alors la tradition veut qu'elles aillent au hammam. Ça c'est la première des choses, entre femmes. Et lorsqu'elles reviennent, elles passent la soirée ensemble en chantant, en dansant, et elles se font des dessins symboliques sur les mains et sur les pieds pour perpétuer la tradition du henné. Très bien. Plus que l'art, il y a aussi l'artisanat. Porté depuis des siècles au Maroc, le caftan est bien plus qu'un simple vêtement traditionnel, symbole culturel fort. Il accompagne les grandes étapes de la vie comme les mariages et les fêtes religieuses. Aujourd'hui, même loin du Maroc, il continue d'être porté et transmis. À Toulouse, Thémis Linet est allé à la rencontre de celle qui perpétue cet héritage. L'histoire du kaftan s'écrit depuis le XIIe siècle. Bien plus qu'une robe, c'est une architecture faite de tissus, de perles et de soie, parfois accompagnée de sa ceinture. Chaque pièce est le fruit du travail du malem, le maître artisan au Maroc. Dans sa boutique, Inde veille à ce que chaque détail respecte cet art ancestral tout en gardant un côté plus moderne. Le modernisme, ce qui fait qu'il peut être porté au quotidien. Nous, c'est vrai que les caftans de nos grands-mères, c'est des caftans très chargés qui étaient portés pour des événements particuliers et forts et émotionnels, comme par exemple les mariages et les cérémonies. Mais c'est vrai que de nos jours, nous, on le fait vivre au quotidien. Parce que quand on le porte, il traduit notre style un petit peu et notre vibe, quoi, comme on dit. La confection d'un seul kaftan peut exiger quelques semaines à plusieurs mois en fonction du travail demandé, qui est essentiellement fait à la main. Pour de nombreuses femmes, le porter aujourd'hui permet de maintenir un lien fort avec leur culture et leurs origines. Oui, c'est quelque chose qu'on a conservé, surtout dans nos familles marocaines. C'est vraiment un héritage qu'on essaie nous-mêmes de transmettre. Comme par exemple, ici, on a un kaftan plutôt d'ancienne génération. Et quand nous, nouvelle génération, le porte, on voit vraiment que cet héritage a été conservé sur la durée et que nous aussi, on essaiera de le transmettre à nos enfants.
Le Maroc a déposé en 2023 une candidature pour inscrire ce savoir-faire au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une reconnaissance officiellement accordée depuis le mercredi 10 décembre 2025. Cette reconnaissance par l'UNESCO, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, pour la communauté marocaine ? C'est une reconnaissance dans un premier temps, et qui officialise que le kaftan est bien marocain. Ça, c'est le premier point. Le kaftan marocain, il faut rappeler que c'est l'une des tenues traditionnelles les plus emblématiques du Maroc. À la fois vêtement d'apparat, œuvre d'art textile et symbole d'élégance. Il incarne le raffinement et le savoir-faire artisanal marocain. Comme ça a été dit dans le reportage, il a été introduit au Maroc il y a plusieurs siècles. Alors, 12e, je dirais même un peu avant. Et le kaftan a évolué au fil du temps, comme ça a été dit dans le reportage, afin de devenir une pièce centrale de l'identité vestimentaire marocaine. Dans des villes comme Fès, qui est l'une des villes impériales, capitale spirituelle, avec le festival des musiques sacrées, de soufisme, qui est très reconnu mondialement, et artisanal, Tétouan aussi. Le kaftan s'est perfectionné grâce à un artisanat de textile d'exception. Chaque travail ou chaque kaftan est le fruit d'un travail minutieux. La broderie, elle est faite à la main. C'est ce qu'on appelle la sfifa ou randa. Vous avez la passementerie traditionnelle et le tissu noble sont le velours, la soie, le brocart. Donc ça, c'est très important de le préciser. Et enfin, la ceinture, comme ça a été dit, qu'on appelle la mdamma, structure la silhouette. Donc lorsque la personne qui porte le kaftan porte une ceinture qui s'appelle la mdamma, et elle permet de structurer la silhouette, et ça permet de la mettre bien en valeur. Ces artisans que j'ai cités, que ce soit à Fès, Meknès aussi, parce que Meknès c'est ma ville, je dirais, de cœur, aussi à cette culture aussi, ont des techniques qui se transmettent de génération en génération, en faisant du kaftan une pièce souvent réalisée sur mesure. C'est pas un modèle qui est dupliqué, c'est du sur mesure. Et peut-être même des fois des pièces qui sont uniques. Et enfin, le kaftan est porté, comme ça a été dit, pour les mariages, les fiançailles, les fêtes religieuses, et il symbolise la féminité, la noblesse et surtout la célébration. Vous l'avez dit, c'est un symbole de féminité. Est-ce qu'il y a aussi des équivalents pour les hommes ? Effectivement, donc alors après, c'est pas le même ornement parce que la gandoura ou le slem par exemple, ou la jalaba ou le jabador pour les hommes ne sont pas ornés avec des perles comme pour les femmes. Et il y a des tenues traditionnelles que l'on retrouve, qui sont perpétrées par tradition, et celles qui sont les plus belles sont portées forcément par Sa Majesté, le roi du Maroc, que Dieu l'assiste, avec des slems qui sont traditionnels et qui sont transmis de génération en génération. Et pour revenir sur les éléments culturels, on va dire, à Toulouse, quand vous expliquez ou quand vous faites des événements marocains, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, c'est à quels éléments culturels qu'on vous assimile le plus ? Ah, alors, le Maroc est, je dirais, riche et à plusieurs niveaux. Donc, si je dois parler du Maroc sur un plan culturel, on va parler du couscous, comme on va parler du kaftan, comme on va parler du Maroc en général, dans toute sa pluralité. Donc ce serait très compliqué de développer parce qu'il nous faudrait, je dirais, des heures et des heures pour vous raconter un petit peu qu'est-ce qui caractérise le Maroc. Revenons à Toulouse, ici les étudiants marocains constituent la communauté étrangère la plus représentée. Selon les chiffres du SIES de Toulouse Métropole, ils comptent pour 11% de la population étudiante de la ville. Nord Marchoudi fait partie de cette jeunesse venue étudier dans l'Hexagone. Arrivé il y a 6 mois, il partage son quotidien rythmé par le défi de l'adaptation et sa volonté de s'épanouir. Simon Alagnou l'a accueilli en studio. Natif de Casablanca, Nord Marchoudi, 18 ans, arrive seul à Toulouse pour apprendre l'économie à la fac du Mirail.
Un choix qui n'est pas un hasard, car la France fait partie des destinations préférées des étudiants marocains. En 2025, ils étaient 42 000 à avoir tenté l'expérience française, facilitée par des démarches efficaces. Il faut passer par le consulat français au Maroc pour avoir le droit d'étudier en France pendant 1 an et ça se renouvelle du coup chaque année. Nord a choisi Toulouse en grande partie pour sa météo, qu'il décrit comme presque similaire à celle de Casablanca. Par rapport à la météo, c'est pas si différent que ça du Maroc. Et je voulais pas trop sortir de ma zone de confort en soi. Arrivé sans connaître personne, il fait face à un défi majeur, se faire des amis pour s'intégrer au mieux. Je suis arrivé, je connaissais personne. Et avant que les cours commencent, je me suis inscrit dans un club de foot du coup. Et aux entraînements, j'ai pu connaître des gens. Inscrit au club de Compense, le ballon rond rythme sa vie toulousaine. Un vecteur de sociabilisation puissant qui réunit Nord auprès des gens qui ont la même passion. Pour lui, l'expérience toulousaine est une expérience enrichissante. Et j'ai dû apprendre à m'intégrer, à côtoyer des gens par moi-même. En soi, les gens sont très accueillants et ça ne les stoppe pas du tout le fait que tu es étranger et que tu n'es pas d'ici. Et il faut juste être sociable en vrai. Après ses études, il espère retourner au Maroc pour contribuer au développement de son pays de naissance. Et concrètement, aujourd'hui, que ce soit vous et j'imagine même le reste de l'association, combien de jeunes vous pouvez accompagner? Je suppose que c'est quand même beaucoup de temps, d'énergie. Comment ça se passe? Est-ce que c'est les jeunes qui viennent directement vers vous? Est-ce que c'est vous qui allez vers eux? Comment ça s'organise? Je vous dirais, il y a tous les cas de figure. Il y a soit les parents qui nous sollicitent directement du Maroc, certaines autorités aussi, pour ne rien vous cacher. Le consulat du Maroc aussi nous sollicite des fois pour accompagner un jeune, comme je vous disais, pour le logement, pour un emploi, pour un stage, ainsi de suite. Et des fois, c'est du bouche à oreille. Les jeunes entendent parler du cercle Averroès en disant « Ah, mais on a entendu parler du cercle Averroès, est-ce que vous pouvez nous aider pour tel sujet, ceci, cela ?» Et les réseaux sociaux aussi sont là pour aider accompagner, parce qu'il y a des structures qui se montent sur les réseaux sociaux, tels que, pour ne pas citer Facebook par exemple, des groupes où il y a des étudiants marocains qui se réunissent et qui échangent entre eux. Et de temps en temps, j'interviens pour leur dire il y a des opportunités d'emploi, des opportunités de logement, est-ce que ça intéresse quelqu'un, et ainsi de suite, ou des événements que l'on organise. Mais ça permet d'avoir ce lien direct avec les étudiants qui viennent sur Toulouse. Après, tous ne sont pas au courant parce que forcément, on n'a pas le monopole sur la ville toulousaine. Une dernière question, imaginons que demain je suis marocain, je veux venir en France. Qu'est-ce que vous me diriez pour me convaincre de venir ici à Toulouse? Alors, on a 365 jours de soleil par an, comme au Maroc. On a la proximité avec le Maroc, 1h30 ou 2 heures d'avion. On a de belles écoles. On a, je dirais, la proximité avec l'Espagne. On a le soleil, la mer, le ski. Donc on a tout ce qu'il faut pour venir s'installer à Toulouse et étudier à Toulouse. Merci Samir Ajish, grâce à vous nous avons ouvert un nouveau chapitre dans le livre du multiculturalisme toulousain. Plusieurs lieux, traditions et personnes ont pu être mis en lumière. Ils sont tous méconnus et pourtant ils font partie du paysage et de la richesse de la ville rose. Un grand merci également à tous nos invités. Rendez-vous à bientôt pour de nouvelles histoires, de nouvelles rencontres autour d'une culture présente à Toulouse. À très vite.